Merci Hervé, merci à la Ligue contre le cancer de m'avoir invité pour vous parler des thérapies cellulaires dans le leucémie aiguë. Vous allez voir qu'on va changer un peu de sujet, de façon de faire et de façon de moduler le système immunitaire. Jusqu'à présent, vous avez vu des approches qui ont pour objectif de faire en sorte que le système immunitaire refonctionne, de lever des freins au système immunitaire. Et là, en fait, les approches qui ont été développées dans la leucémie aiguë, des thérapies cellulaires, en fait, des thérapies géniques, ont fait en sorte de donner des capacités au système immunitaire, des fonctions que la nature ne lui a pas du tout données. Et on reviendra, on rediscutera sur les premières présentations, et notamment celle de Sébastien, pour vous montrer comment est-ce que l'homme est venu intervenir pour créer des choses qui n'existent pas dans la nature et essayer de redonner la main quand même aux cellules du patient pour éradiquer la tumeur. Alors, je vais vous parler de leucémie aiguë. Leucémie aiguë, on dit que ce sont des maladies du sang, mais vous savez très probablement que ce sont des pathologies qui naissent dans la moelle osseuse. La moelle osseuse est un organe liquide qui, à partir d'une seule cellule, la cellule souche, va être capable de générer l'ensemble des cellules qui passent dans le sang, des globules rouges, des plaquettes, et aussi l'ensemble de ces fameuses cellules du système immunitaire, et notamment les lymphocytes qui vont aller dans l'organisme et faire cette veille anti-infectieuse et éventuellement anti-tumorale. La leucémie aiguë naît dans la moelle osseuse, elle naît d'une de ces cellules qui est en cours de maturation et qui va donner un de ces globules. Et donc, ces cellules cancéreuses vont en fait réorienter l'usine moelle osseuse à la production de ces cellules cancéreuses. Et donc, les cellules normales vont être de moins en moins produites. Et c'est ça qui va révéler la maladie. C'est une baisse des défenses immunitaires, la fièvre, une baisse des globules rouges, de la production des globules rouges, l'anémie, une baisse de la production des plaquettes et la survenue d'hémorragies, de saignements anormaux. Il y a deux grandes formes de leucémie. La leucémie dite de l'adulte, même si on la trouve aussi chez l'enfant, qui est la leucémie aiguë myéloïde, qui est une maladie pour laquelle on n'a pas beaucoup d'armes thérapeutiques, même s'il y a de nouvelles thérapeutiques ciblées qui arrivent. On a en gros 2 chimiothérapies qui sont utilisées. Alors les familles sont un peu enrichies, mais qui sont utilisées depuis plusieurs dizaines d'années. Et les traitements durent environ 6 mois, avec une phase de rémission. Et on l'espère, surtout chez le sujet jeune, environ 50% de patients, je vais revenir, qui seront guéris. Une deuxième forme, qui est la forme dite de l'enfant, c'est d'ailleurs le premier cancer avant 15 ans, qui est la leucémie aiguë lymphoblastique, pour lesquels on a beaucoup plus d'armes thérapeutiques, plus d'une dizaine de chimiothérapie, puis de la cortisone qui est beaucoup utilisée pour les traiter, et des traitements qui sont beaucoup plus longs, 8 mois de traitement intensif, 3 ans de traitement en tout, c'est le prix, mais avec des taux de guérison qui, chez l'enfant, vous le savez, atteignent maintenant 90%, un petit peu moins bien chez l'adulte, parce que les maladies ne sont pas exactement les mêmes, j'y reviendrai. Et puis, parce qu'on parle ici d'immunothérapie et de thérapie cellulaire, une thérapie cellulaire dont Hervé vous a parlé tout à l'heure, puisque ça fait bientôt une 60aine d'années que les premières greffes ont été réalisées en France. La greffe de moelle, ou la greffe de cellules souches hématopoïétiques, cette fameuse cellule qui va recréer toute la moelle, qui peut être combinée à la chimiothérapie pour réduire les taux de rechute et augmenter les taux de guérison. Et je vais y revenir. Cette greffe, donc, on appelle ça greffe de moelle en raccourci, mais en fait, ces cellules souches hématopoïétiques qui sont capables de reconstituer toutes ces cellules du sang et ce système immunitaire, il peut venir de différents types de donneurs, de différentes sources. On peut les prendre directement dans la moelle osseuse. On est capable chez les donneurs de stimuler la sortie de ces cellules souches dans le sang et de les récupérer. Et on sait même que ces cellules sont présentes à des fortes concentrations dans le sang du nouveau-né. Et on est capable de les récupérer dans le sang du placenta, sang placentaire, et de faire des greffes aussi, de reconstituer l'hématopoïèse. Alors, la greffe de moelle, ce n'est pas uniquement pour recréer une nouvelle moelle osseuse. Ce n'est pas un changement de moteur. On n'est pas en train de changer un organe pour faire en sorte qu'il fonctionne mieux. En fait, c'est une immunothérapie à part entière, puisque comme quand je vous l'ai dit, quand on greffe des cellules souches, on va recréer aussi des cellules du système immunitaire, on va réinjecter avec la greffe aussi des cellules matures du système immunitaire. Et ces cellules immunitaires qui sont donc apportées du donneur, elles vont reconnaître
les cellules leucémiques, vous les reconnaissez, hein, elles étaient présentes sur la présentation d'Hervé tout à l'heure. Elles sont capables de s'attaquer à ces cellules, de les reconnaître comme différentes et de les tuer. Plusieurs types de cellules cytotoxiques, lymphocytées, d'autres cellules du système immunitaire inné sont capables de s'attaquer à ces cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet du greffon contre la leucémie. Contrario, quand on réinjecte comme ça ces cellules du système immunitaire avec l'hématopoïèse qui va avec, eh bien, ces cellules sont aussi capables de reconnaître l'organisme parfois comme étranger et de s'y attaquer et de générer un effet qui est un effet donc indésirable de la greffe, qui s'appelle la maladie du greffon contre l'hôte, où donc les cellules vont s'attaquer à certains organes qui sont plus vulnérables, notamment la peau, le foie, l'intestin, et de donner ces effets secondaires à un niveau, une sévérité variable, avec quelquefois, malheureusement, des formes tellement graves qu'elles aboutissent au décès du patient très précocement après la greffe. Et donc la greffe de moelle à partir d'un donneur est en fait une recherche d'équilibre entre l'effet GVH et l'effet GVL. Malheureusement, ces Dr Jekyll et Mr Hyde sont des effets qui sont extrêmement associés l'un à l'autre et qu'il est parfois très difficile de dissocier. Alors, il y a eu plusieurs recherches qui ont montré que ces cellules du système immunitaire étaient capables très précisément de reconnaître la cellule tumorale, la cellule leucémique et de la détruire. Et Hervé vous en a parlé tout à l'heure. Il a contribué à l'identification de ces spécificités. En fait, l'un des arguments assez forts qui a été montré au cours de l'utilisation de ces greffes sur le fait que justement le système immunitaire était impliqué, c'est que plus on s'écarte génétiquement entre le patient, donc le malade, et son donneur, et plus le risque de rechute va diminuer et plus le risque de GVH va augmenter. Et ça vient du fait que les déterminants justement génétiques vont médier le type d'antigènes qui sont présentés, vont faire en sorte que le nouveau système immunitaire va franchement considérer comme différent la tumeur et s'y attaquer. Par exemple, on sait que dans les leucémies, c'est pas une bonne idée de greffer avec un jumeau homozygote, c'est-à-dire génétiquement identique, parce que cette reconnaissance ne se fera pas. Le taux de rechute est très élevé et il n'y aura pas de maladie du greffon contre l'autre. Et plus on va s'éloigner, par exemple si on choisit ici le frère cadet qui est très identique, le risque de GVH est un peu plus élevé, le risque de rechute un peu moindre, mais il est toujours moindre que si on considère un donneur non emparenté ou un donneur non emparenté qui est un petit peu moins compatible. Donc vous voyez que en fonction du type de leucémie, en fonction du risque de rechute, on va prendre un risque gradué de choisir différents types de donneurs en fonction de l'effet qu'on souhaite avoir et du risque qu'on souhaite prendre avec le patient, informé des complications et de cette complication qui est la maladie du greffon contre l'hôte. Alors si on regarde ce que ça donne au jour d'aujourd'hui en termes de taux de guérison, parce que on a la chance d'avoir ce fameux plateau dans les leucémies aiguës, lymphoblastiques et myéloblastiques depuis des années. Alors il se positionne différemment suivant le type de maladie et suivant l'âge. Et bien chez les enfants, on guérit plus de 70%, même 90-95% maintenant des enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique. Et pour différentes raisons, en fonction de l'âge, ces taux de guérison vont changer. Ils vont baisser essentiellement pour deux raisons. C'est que les maladies ne sont pas les mêmes et elles sont génétiquement différentes au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et donc plus de résistance implique que les traitements conventionnels, la chimiothérapie, la greffe va être moins efficace. Mais aussi parce qu'on n'est pas susceptible de donner les mêmes types de traitements à un enfant ou un patient de plus de 60 ans et que la tolérance intrinsèque, l'organisme n'est pas capable de supporter les mêmes traitements à 10 ans qu'à 70 ans.
Donc il y a une vraie nécessité de trouver d'autres traitements. Vous voyez, on a déjà plus d'une dizaine de chimiothérapies dans la leucémie aiguë lymphoblastique. Il y a une nécessité de trouver d'autres traitements et les pistes qu'ont offert l'immunothérapie ont clairement renforcé l'arsenal thérapeutique dont on dispose aujourd'hui. Le premier dont je voudrais parler, qui n'est pas de l'immunité cellulaire, mais qui a déjà, qui est d'usage relativement courant dans certaines formes de leucémie aiguë en France déjà, puisqu'il y a une autorisation de commercialisation et qui a été développée en amont de ces fameux CAR-T sur lesquels je vais revenir, ce sont les anticorps bispécifiques. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes capable de générer des anticorps, et on est capable de faire générer des anticorps contre des cellules tumorales, contre des spécificités des cellules tumorales, ce qu'on appelle des antigènes de surface. On a même été capable de développer des anticorps contre ces fameux lymphocytes et contre leurs récepteurs. Et par génie génétique, on est capable de faire en sorte que ces parties qui reconnaissent, parties de l'anticorps très importantes qui reconnaissent l'antigène, on est capable de les monter de tête bêche sur une même protéine et de la fabriquer et de donner ce qu'on appelle un anticorps spécifique. D'un côté, il va reconnaître la cellule tumorale, de l'autre côté, il va reconnaître le lymphocyte T. Eh bien, si on utilise cet anticorps bispécifique chez le patient, on est capable d'agripper les lymphocytes T sur les cellules cancéreuses, en pratique ce sont les cellules de leucémie aiguë lymphoblastique, et d'activer le lymphocyte T, de faire en sorte que la cellule soit tuée. C'est un traitement qui est actuellement utilisé, soit en rechute, soit pour renforcer l'effet de la chimiothérapie, notamment avant l'utilisation d'une greffe. Alors, le problème de cette thérapeutique, c'est qu'elle repose quand même sur l'immunité du patient à un moment donné, et que le patient il a été exposé à des chimiothérapies, qu'il a une maladie qui diminue ses défenses immunitaires, et que donc ces cellules-là ne sont pas toujours aussi vaillantes qu'on souhaiterait. Et donc, l'étape de développement suivant, c'était de se dire, eh bien, peut-être que l'on peut, à l'extérieur, récupérer ces cellules-là, les travailler à l'extérieur de l'organisme et leur donner cette capacité de reconnaître directement ce fameux antigène de surface sur la cellule leucémique, et puis de les activer, de faire en sorte qu'ils soient un peu plus vaillants et de les réinjecter aux patients. Et c'est l'idée donc de ces fameux récepteurs chimères qui donnent naissance aux cellules T qui expriment ce récepteur chimère qu'on appelle le CAR. Alors le CAR, c'est quoi? Vous prenez cette fameuse partie d'anticorps ici, vous prenez de l'autre côté le récepteur T naturel à l'antigène, et puis vous gardez toute la partie qui est à l'intérieur de la cellule ici, et qui dit à la cellule « active-toi », tue la cellule que tu reconnais, la cellule cancéreuse que tu connais, et de monter donc à l'extérieur cette partie de l'anticorps, de faire une seule chaîne ici protéique, donc, qui est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire que les lymphocytes T n'ont pas cette capacité de reconnaître directement à la surface des cellules les antigènes. Ce sont les anticorps qui le font. Et donc on va générer une chimère, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus un lymphocyte T, qui n'est plus un lymphocyte B, et qui donc va être capable, avec son nouveau récepteur, de reconnaître donc de façon très particulière la cellule tumorale, son antigène de surface, et de la tuer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer ces cellules-là? Donc la suite de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu quel est le trajet du patient à travers donc, justement la récupération de ces cellules. Comment est-ce qu'on fait pour que les lymphocytes puissent exprimer ce fameux récepteur chimère? Donc il y a deux possibilités. La possibilité la plus fréquente actuellement, c'est effectivement d'aller récupérer les cellules chez le patient. Le patient, généralement au stade de rechute ou de progression de la maladie. Donc on va recueillir les cellules par aphérèse. Et puis, donner un nouveau gène à une cellule, ce n'est pas évident, mais on sait le faire par l'intermédiaire notamment de virus qui, vous le savez, apportent du matériel génétique à la cellule, d'amplifier ces cellules et de les réinjecter aux patients. Je vais vous donner quelques détails. Il y a une autre approche qui est développée, j'en dirai quelques mots, qui repose sur le fait d'aller chercher des cellules, je vous ai dit, les cellules du patient, elles sont parfois pas aussi vaillantes qu'on le souhaiterait, et c'est d'aller chercher des cellules chez un donneur, qui est soit éventuellement le donneur
d'une greffe, c'est-à-dire le patient a déjà été greffé, on va rechercher des cellules immunitaires compétentes chez le donneur, soit d'aller le chercher chez quelqu'un qui n'est même pas compatible avec le patient. Je vous donnerai quelques exemples, et donc de procéder exactement au même type de production. Alors, qu'est-ce que c'est que le parcours d'un patient au jour d'aujourd'hui qui reçoit ces cellules-là? Alors, les essais ont commencé, mais il y a moins d'une dizaine d'années maintenant. Le premier patient en France a été réinjecté, les 2 patients ont été réinjectés à Saint-Louis, à Robert Debré, il y a à peu près 1 an et demi. Et il y a peut-être qu'encore qu'une quinzaine de patients qui ont été traités en France avec ce type de thérapie. Donc, on est tout au début de l'aventure. La première chose, donc, c'est quand le patient rechute, donc on va procéder à une aphérèse, c'est-à-dire qu'on va récupérer le maximum de cellules de lymphocytes T pour pouvoir les transporter. Alors comment ça se passe une aphérèse? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà donné leur plaquette, mais c'est exactement le même système, c'est-à-dire que vous allez récupérer le sang sur un bras. Vous allez le faire passer dans une machine qui est capable de séparer les différents éléments du sang, le plasma, les globules rouges, les globules blancs. Et puis, vous allez récupérer la fraction qui vous intéresse, ici les globules blancs. Vous allez réinjecter ce qui ne vous intéresse pas, c'est-à-dire le reste du sang, et notamment les globules rouges et le plasma, au patient sur l'autre bras. Et donc, vous vous retrouvez avec un concentré de cellules dans lequel vous avez les cellules d'intérêt, qui sont les lymphocytes T. Alors, au jour d'aujourd'hui, en France, on ne sait pas fabriquer de façon académique dans les centres les cellules CAR. Ça viendra probablement dans les mois ou dans les années qui viennent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne ces cellules T, après les avoir congelées souvent, à des laboratoires pharmaceutiques qui vont se charger du transport et de la production des cellules. Et souvent, la production n'a pas lieu sur le territoire français, même dans la plupart des cas, ça a lieu aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe. Donc les cellules vont voyager pour être produites, et avec une production qui va durer en gros une quinzaine de jours. Alors à quoi ressemble la production? Donc vous allez décongeler les cellules, et puis vous allez éventuellement trier les lymphocytes T. Les lymphocytes T, on sait très bien comment les stimuler. On leur donne des cytokines, on peut utiliser aussi des anticorps. Elles vont se multiplier. Et donc vous allez vous retrouver avec de nombreuses cellules T qui expriment leur récepteur normal. Je vous ai dit, on va utiliser des virus qui sont capables d'apporter du matériel génétique qui va s'insérer dans le matériel génétique normal du lymphocyte T. Donc ces cellules sont modifiées et inactivées pour être capables de s'infecter, mais pas de se multiplier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de recréer de nouveaux virus et de propager l'infection éventuellement aux patients quand on réinjectera les cellules. Le nouveau matériel génétique s'insère, et donc ce matériel génétique code pour cet antigène chimère qui, encore une fois, n'existe pas dans la nature, qui a été créé par génie génétique, ce fameux CAR. Et ensuite, on va amplifier ces CAR de nouveau avec des cytokines pour en avoir un nombre suffisant pour pouvoir les réinjecter aux patients, et elles sont de nouveau congelées. Elles sont renvoyées sur le site. C'est un organisme génétiquement modifié. Hein, selon la loi, c'est un médicament à part entière, et il revient, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très important, mais sous la responsabilité des pharmaciens. Hein, mais c'est un médicament particulier parce qu'il n'est pas disponible tout de suite et qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour l'obtenir. Ensuite, le patient est reconvoqué. Alors je vous dirais que cet ensuite, il n'est pas si facile que ça, parce qu'une leucémie aiguë qui est en rechute ne peut pas forcément attendre facilement 2 à 3 mois que l'écart soit produit. Et à ce moment-là, on lui administre une chimiothérapie qui va diminuer ses défenses immunitaires pour permettre aux cellules modifiées de prendre la place et de s'amplifier. Et quelques jours après, on réinjecte les cellules CAR-T. Généralement, le patient reste environ 1 mois en hospitalisation sous surveillance, et je vais vous dire pourquoi, avant que ce soit la fin des traitements. Et beaucoup de patients ont reçu des CAR et sont guéris maintenant plusieurs années avoir reçu cette injection-là sans autre traitement, soit ont reçu un autre traitement de thérapie cellulaire qui est l'allogreffe. Alors vous voyez ici les résultats de plusieurs études. Qu'est-ce que disent ces résultats? C'est d'abord que, vous voyez, c'est des essais qui ont concerné assez peu de patients par rapport à ce que mes collègues ont pu vous présenter dans le mélanome ou dans le cancer du poumon, que l'origine des cellules est variable, mais je vous l'ai dit, principalement autologue, que différents types de virus sont utilisés,
qu'il y a des essais chez l'enfant et chez l'adulte, mais surtout que les taux de réponse à des stades très avancés de la maladie, on s'attend avec une chimiothérapie conventionnelle à avoir 20-30% de réponse, sont extrêmement élevés et spectaculaires en tout cas, puisqu'aucun traitement au jour d'aujourd'hui n'est capable de donner 90 à 100% de réponse dans ces groupes de maladies. Alors, ces résultats spectaculaires, il y a quand même un revers de la médaille, et je vais essayer de vous détailler un petit peu les problèmes que nous rencontrons depuis l'utilisation de cette thérapeutique. Le premier, qui n'est pas des moindres, qui est un effet secondaire, on vous a parlé des effets secondaires des checkpoint inhibiteurs, qui est un effet secondaire qui ne va pas survenir dans les semaines, les mois qui suivent la réinjection, qui n'est pas un effet secondaire de type auto-immunité, qui est un effet secondaire qui est dû au fait que les cellules immunitaires arrivent, elles vont s'expandre, elles vont sécréter des tas de facteurs, comme elles le feraient lors d'une infection, une grippe par exemple, mais que, comme on ne contrôle pas bien complètement les cellules immunitaires et le nombre de cellules cancéreuses, eh bien, ces cellules sont capables de perdre un peu le contrôle et de donner des effets systémiques sur les organes. Vous voyez ici, donc, on appelle ça le syndrome de relargage de cytokines. Il survient dans les 2-3 jours qui suivent la réinjection. Et ce syndrome de relargage de cytokines peut commencer par une petite fièvre, des signes généraux, une petite fièvre, des frissons, des difficultés ensuite à respirer, une pression artérielle qui diminue. Puis rapidement, si la pression artérielle diminue encore, il faudra envisager de transférer le patient en unité de soins intensifs, en réanimation médicale, et s'occuper éventuellement de défaillances d'organes, et notamment supporter la pression, l'aider avec une ventilation mécanique. Il peut y avoir une atteinte de la moelle osseuse avec une baisse des globules éventuellement, du foie, du tube digestif. Donc vous voyez quelque chose qui n'est pas anodin, qui survient dans à peu près 40 à 50% des patients sous une forme relativement sévère, ce qui veut dire qu'environ la moitié des patients vont quitter les services d'hématologie où ils sont traités pour être surveillés en unité de soins intensifs et recevoir des traitements adéquats. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a des traitements immunosuppresseurs, des traitements qui bloquent certaines activations de cytokines et qui permettent de réguler assez précocement donc, ce type de manifestations. Parmi ces manifestations, une est particulièrement sévère et est assez redoutable, c'est la toxicité neurologique qui peut débuter par juste une sensation de fatigue ou d'engourdissement, mais qui peut aller vers des manifestations beaucoup plus impressionnantes. Notamment, il y a des patients qui sont incapables de parler pendant plusieurs jours ou qui ont fait des crises d'épilepsie. Deuxième point, je l'ai abordé tout à l'heure, on aurait peut-être pu commencer par là, c'est que 2-3 mois d'attente pour une leucémie aiguë, c'est parfois compliqué et que dans les essais récents qui ont été publiés en début d'année, notamment l'étude à laquelle la France a participé, eh bien 20 à 30% des patients ne vont pas recevoir le traitement. Donc c'est un médicament, mais qui n'est pas forcément, dont tout le monde ne pourra pas bénéficier au moment où on le propose, parce qu'il y a une progression de la maladie, parce que l'état général du patient s'est dégradé et qu'il n'est pas envisageable d'exposer le patient à ce type d'effet secondaire, parce que dans moins de 5% des cas, il peut y avoir un échec de production, que les lymphocytes ne sont pas amplifiés in vitro et n'ont pas pu être infectés par le virus. Alors pour limiter ce temps d'attente, une des pistes qui a été envisagée, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher les lymphocytes T chez un donneur. Seulement, vous savez qu'on n'a pas forcément tous un donneur sous la main et que si on doit aller chercher le donneur et faire la production, on perdra quasiment autant de temps. Donc il y a eu une idée de créer donc un CAR-T qui est universel, prêt à l'emploi, donc qui est disponible dans les congélateurs de l'hôpital et qui vient d'un donneur et qui peut être utilisé chez de multiples receveurs, donc multiples patients atteints de leucémie aiguë ou d'autres hémopathies, d'autres cancers du sang. Alors, les lymphocytes de ce donneur donc, sont récupérés pour exprimer ce fameux CAR, mais il y a d'autres modifications génétiques qui ont été utiles pour que ce traitement puisse être utilisé chez tout le monde. Et notamment, il a fallu faire en sorte de déléter, de détruire les gènes qui codent pour le fameux récepteur T normal qui est impliqué dans cet effet GVH, c'est-à-dire la reconnaissance des autres cellules comme différentes.
Donc si ce lymphocyte T n'a plus son récepteur, n'a plus que le récepteur qui reconnaît l'antigène de la cellule leucémique, à ce moment-là, on espère qu'il va reconnaître essentiellement cette tumeur et ne plus reconnaître l'hôte, le receveur, comme différent. Alors, ceux qui ont généré ce type de cellules, et le premier probablement à l'avoir fait, c'est un laboratoire français qui s'appelle Selectis, ont fait d'autres modifications génétiques, et entre autres l'expression de ce qu'on appelle un gène suicide, c'est-à-dire qu'à la surface, ils font exprimer une nouvelle protéine qui n'existe pas dans la nature, mais contre laquelle on a des anticorps qui peuvent être injectés à l'homme et qui peuvent détruire la cellule au cas où elle serait amenée à s'emballer. Donc, une des façons de se dire raccourcissons le temps entre le diagnostic de la rechute et la réinjection des CAR, c'est peut-être l'utilisation de ces CAR universels. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le problème de l'échappement. Mes collègues en ont parlé pour les cancers du poumon et le mélanome. On doit faire face aussi à des mécanismes plus ou moins sophistiqués d'échappement au CAR et notamment la survenue de mutations dans le matériel génétique de la tumeur qui font disparaître l'antigène, soit disparaître le gène entier, soit faire disparaître juste la partie reconnue par l'anticorps. À ce moment-là, le CAR-T n'est plus capable de reconnaître la cellule leucémique qui va s'expandre et perdre donc cet antigène de surface. Une des pistes qui est actuellement développée, les premiers essais commencent aux États-Unis, c'est de se dire faisons un double CAR, c'est-à-dire qu'à la surface, au lieu d'avoir un anticorps qui reconnaît un antigène, parce que c'est plus compliqué d'en perdre 2 pour la tumeur que d'en perdre 1, statistiquement, on va avoir ce double CAR qui va d'une part reconnaître l'antigène A et reconnaître l'antigène B. Avec ce CAR-là, on est capable notamment d'induire des réponses chez des patients qui avaient été traités par le premier CAR et qui avaient perdu leur premier antigène mais conservé le second. Et on espère que quand on va traiter des patients qui ont l'expression des 2 antigènes, on limitera la survenue de phénomènes de résistance parce que, encore une fois, pour la tumeur, perdre 2 antigènes de surface, c'est plus compliqué que d'en perdre un. Alors, Hervé en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est inévitable ou incontournable d'aborder cette question du prix. Il y a 2 CAR-T qui, au jour d'aujourd'hui, ont été approuvés sur le marché américain par la FDA. Un pour les leucémies lymphoblastiques de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, 3-25 ans, en deuxième rechute, et un pour une autre hémopathie dont je ne vous ai pas parlé, qui est une forme de lymphome agressif, qu'on appelle le lymphome B diffus à grandes cellules. Au jour d'aujourd'hui, la production et l'injection de ces CAR est au prix de $475 000 pour le premier, $373 000 pour le second, avec un modèle qui est assez intéressant, c'est que on rembourse l'injection pour le Kymriah que si le patient obtient une rémission dans les 3 mois. Donc il y a un lien entre le paiement du médicament et l'efficacité du médicament, qui est aussi quelque chose de nouveau dans le domaine du médicament en général. Donc en conclusion, je voudrais aussi dire, même si j'ai fini par les problématiques que l'on rencontre, que l'immunothérapie, que ce soit ces anticorps bispécifiques ou ces CAR-T, sont une approche monumentale dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique. Et évidemment, on découvre ces traitements et de nouveaux enjeux émergent, et notamment la façon dont on va combiner ces traitements avec les traitements existants. Et on pourrait se dire finalement c'est compliqué, c'est peut-être plus simple quand on a beaucoup de rechutes de proposer ce type de traitement-là. Alors je ne suis pas pédiatre, mais je peux vous dire que si on guérit 90% d'un cancer très fréquent chez l'enfant, c'est aussi compliqué de se dire comment est-ce qu'on va modifier les traitements pour insérer ce type de thérapeutique sans faire perdre de chance globalement à ces enfants qui dans la majorité sont guéris. Le deuxième point, c'est qu'il faut clairement réfléchir au délai de production. Je ne parle pas de juste la fabrication en elle-même, mais c'est-à-dire réduire le temps entre le moment où le patient a l'affairesse thérapeutique et le moment où il est réinjecté. Il va y avoir une réflexion là-dessus. Est-ce que les CAR doivent être produits sur d'autres sites? Est-ce qu'ils doivent être produits notamment localement dans les hôpitaux?
il y a tout un travail qui est fait, je ne vais pas le détailler, mais qui est très intéressant sur le contrôle des effets secondaires. On peut mettre en place des traitements prophylactiques, se dire dès qu'on va injecter, de toute façon 50% c'est déjà trop, et bien donc on va dès le début faire en sorte de prévenir ce syndrome de relargage de cytokines. Mais il y a aussi tout un travail qui est fait très fin sur la construction de nouveaux récepteurs qui seraient peut-être moins affins, qui se lient moins fortement, qui entraînent une réaction beaucoup moins forte et beaucoup plus durable dans le temps. Il faut clairement développer des stratégies pour éviter l'échappement. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans les cas de rechute après l'exposition au CAR, c'est 20 à 30% des patients qui ont perdu cet antigène. Et donc, c'est bispécifique, ces CAR duo sont une des stratégies. Et puis, clairement, il y a toute une réflexion à avoir sur le contrôle, cette fois-ci, non pas de l'échappement, mais de la charge financière qui va être induite par l'arrivée de ces nouvelles thérapeutiques qui sont des thérapeutiques complexes à la fois en termes de production et de gestion des patients. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.